est disponible en français et en The portugais. PSNI exam at Je the vous end of rappelle this course, which aussi is based qu'à la fin de ce on cours, il y your aura un attendance examen, for the mais course nous via tiendrons Zoom and compte de votre also your final participation score at the end au of the cours. exams. Il ne So suffira pas this will seulement be looked at and the de certificate will be venir awarded. passer les You examens, can mais on va aussi vérifier que switch vous to avez the various participé languages you aux prefer. sessions. Alors, rappelez-vous que comme l'interprétation est disponible en français et en portugais, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous êtes le plus à So l'aise. today's section, we are going to look Alors, at la section d'aujourd'hui, vector-borne and zoonotic nous allons, diseases, which will take about 90 minutes. nous allons nous As we concentrer sur all les know, so in today's maladies section, we are going to look à at the vecteurs et les environmental surface maladies changes as a result of climate change and how they impact prevalence, incidence, and distribution of vector-borne zoonotic diseases. We will also describe how climate change is influencing their distribution. Example, malaria, Rift Valley, schistosomiasis, and also bringing forest habitats in closer proximity to humans. We will also explore what actions health professionals can et take aussi to quelles actions identify peuvent and être prevent the prises par progression les of professionnels de vulnerable la santé species. pour In identifier les today's patients qui section, ont we ces will maladies et define aussi les steps the protéger. health Dans la sector session can d'aujourd'hui, take to become nous prepared allons to address shifting identifier ce que le pathogens of secteur de la vector-borne santé and zoonotic peut disease, faire pour including pouvoir disease surveillance and early cartographier aussi warnings. les zones dans lesquelles se trouvent We ces have two maladies, ainsi que presenters les lacunes today. dans ces zones. The Alors, nous first avons deux présentateurs presenter, aujourd'hui. Le which premier is présentateur, Dr. Desiree c'est Labo. c'est une She's going dame, to take us docteur through the Désirée main Labo, presentation and would have a qui va case faire la study première by présentation, qui elle Dr. va couvrir Professor Aduna une Wayisa. bonne matière, et elle sera So suivie par le we are going docteur to Aduna kickstart today's Oyessa. section Donc, nous with prendrons la session Dr. Labo. d'aujourd'hui avec le docteur Labo d'abord. Okay. So Dr. Labo is Alors, docteur a Labo physician, scientist, epidemiologist, and a est une professor in the Division of épidémiologiste et Pediatric une Infectious Diseases professeure at Stanford University euh, School of à Medicine. Stanford She is School of also Medicine. Elle est aussi, She's earned her master's degree in clinical research and epidemiology at Case elle a Western aussi Reserve une University. expérience She dans studies the des recherches epidemiology and épidémiologiques. ecology of Elle domestic and elle international étudie, pardon, arboviruses and l'épidémiologie emerging infections, et with an interest particulièrement in the sur les vector, maladies host, and environmental émergentes factors that et affect regarde transmission dynamics and les specificity. facteurs Her environnementaux research is qui her research concernent is ces community-based maladies. and seeks to Elle est define aussi and then engagée au disrupt niveau the des actions underlying structural communautaires. determinants of health. She studies the human health Elle impacts a of climate étudié change, aussi including research l'impact focused on sur la innovative santé humaine solutions des to the changements global climatiques plastic pollution crisis. Her et current aussi field sites voir include comment Kenya, adresser Grenada, cette and crise. Brazil. She Elle a currently travaillé heads au a Kenya, elle a clinical travaillé research that focuses au on better Brésil. understanding the risk Elle factors and cherche à long-term mieux health comprendre les consequences of facteurs de risque arboviral et les infection conséquences and the most à long effective terme means de of ces virus prevention. et les She moyens les has plus also efficaces de les recently prévenir. launched Elle a a aussi non-profit récemment Health and lancé Environmental Research une Institute in ONG Kenya. sur la It is an santé et initiative focused l'environnement au on Kenya. Kenya to inspire C'est une community education, initiative new qui research, se policy concentre change, sur and l'éducation grassroots des activism communautés in environmental health. visant à We aboutir shall à des now changements de invite politique. Dr. Labo to take us Nous through allons donc the maintenant 40 minutes demander au docteur presentation. Labo de Thank you prendre les very 40 much. minutes suivantes pour pouvoir nous faire sa Thank you very présentation. Je much. vous remercie. Hopefully everyone can see my screen okay? Confirmez-moi que vous voyez mon Yes, we écran, can s'il see vous you. plaît. Thank you so much. Thank you very much for the introduction, Merci beaucoup pour Terry. So today l'introduction. I'm going to be Alors, talking with all of aujourd'hui, you je vais vous about parler, the m'adresser à environmental vous processes tous changing as a result of climate des change and how they're impacting the processus incidence and environnementaux distribution of qui vector-borne changent disease. comme We're going to look at conséquence des key changements vector-borne diseases, climatiques malaria, et Rift aussi Valley comment ils fever, ont un schisto, impact sur la dengue, chicken, prévalence, Zika. l'incidence et And then we're going to la explore what distribution des actions maladies health professionals can take à to protect vecteurs. Nous allons patients aussi that are décrire comment vulnerable to these le changement diseases climatique and become influence la prepared to address distribution the shifting des geographic burdens maladies of à vecteurs, vector-borne disease malaria, across euh, Africa. So as many schistosomiase, of you know, as we've been talking about chikungunya in this et course, Zika. climate change Nous allons aussi really does explorer quelles impact actions a peuvent lot être of prises different systems par les within human health. professionnels de la Today, santé pour again, our pouvoir focus is going to contrer be on cette this green tendance. box to the Alors right, aujourd'hui, comme vous le voyez which sur le is tableau, nous looking at allons the voir changes in comment il y a une evaporative interaction entre ecology and différents how that facteurs mitigates qui risk généralement sont or étudiés de façon exacerbates risk from isolée. these vector-borne Alors, l'impact diseases. du changement climatique sur la santé humaine Before et I really aussi get started, I just want l'amplification to des mention that we inégalités can't look at these existantes systems doit taken être without analysée vector-borne
de façon holistique en tenant compte de tous ces éléments. Et je vous rappelle en passant que très souvent, nous oublions que nous, les êtres humains, nous sommes liés les uns les autres, nous interagissons les uns avec les autres, et ce qui nous affecte aussi peut être analysé à travers les interconnexions existantes. Et bien sûr aussi, cela s'applique aux organismes vivants autres que nous-mêmes. Et dans d'autres écosystèmes, nous devons aussi avoir cette approche pour mieux comprendre cette interconnexion du réseau de la vie. La santé humaine est liée à la santé des animaux, des plantes et des écosystèmes. Les approches One Health et Planetary Health sont nécessaires pour évaluer les effets. Et les changements climatiques influencent l'adéquation de l'habitat et le taux de reproduction de l'hôte, du vecteur et de l'organisme infectieux de certaines maladies infectieuses. Alors, si on regarde aussi quels sont les animaux les plus dangereux, on voit sur ce tableau qu'il y a les moustiques, il y a les êtres humains, et vous continuez la liste. Alors aussi, quand on parle du changement climatique, ça c'est très rapidement là que je le dis, vous vous rappellerez de ce que c'est que le changement climatique et aussi on constate une émergence de maladies et des influences de la vie moderne. Donc cela vient de l'urbanisation, du changement d'affectation des terres, des activités militaires ou de la guerre, la lutte antivectorielle inefficace, l'augmentation des transports. Tout ça contribue à ces différents facteurs. Alors, ces maladies ou ces pathogènes deviennent de plus en plus communs. Et cela vient aussi de l'influence de notre vie actuelle. Nous sommes maintenant de plus en plus urbains. Et donc, nous avons des problèmes de surpopulation, nous avons des problèmes sanitaires publics. Nous coupons beaucoup d'arbres, nous réduisons les forêts, nous construisons de plus en plus de villes, mais nous ne pensons pas à reboiser. Tout cela a aussi un impact sur l'habitat des moustiques. Malheureusement, nous vivons dans un monde aussi qui connaît beaucoup de conflits armés. Et bien sûr, lorsqu'il y a des conflits, on ne peut pas faire de la surveillance ou bien du suivi et évaluation. Malheureusement aussi, nous avons un arsenal limité quand il s'agit du contrôle des bactéries ou des maladies à vecteurs. Et bien sûr aussi, en tant qu'être humain, nous nous déplaçons beaucoup. Donc, nous pouvons transporter des pathogènes avec nous d'un lieu à un autre. Et donc, ces pathogènes peuvent, grâce à nous, les humains, se déplacer d'un lieu à un autre. Il y a aussi, quand vous considérez l'aspect du changement climatique, vous avez les catastrophes naturelles, vous avez les événements météorologiques extrêmes, vous avez aussi la capacité réduite à assurer l'approvisionnement en eau potable. Alors, comment le changement climatique affectera-t-il la transmission des maladies à transmission vectorielle? Alors, ici, je vous parle du virus sur lequel je me suis beaucoup appesanti, le virus du Rift Valley, de la fièvre du Rift Valley. Alors, il circule dans un cycle que vous pouvez voir et lorsque il y a un environnement propice à la propagation des moustiques, ce virus aussi aime bien se déplacer et il aime bien donc infecter les différents hôtes qu'il peut rencontrer. Et lorsqu'il y a par exemple des événements comme des inondations, vous pouvez être sûr qu'après l'inondation, euh, ce virus va se pointer. Et les animaux qui vont généralement au point d'eau pour s'abreuver ou bien aux flaques d'eau qu'ils rencontrent vont se retrouver porteurs de ce virus parce que les moustiques aussi vont s'assurer d'être avec ces animaux. Alors, nous avons... Hello, Dr. Alabo. Yes. Docteur, s'il vous plaît, veuillez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît, pour que la traduction se fasse correctement. Je m'excuse, je suis très passionné de ce sujet. Je vais essayer de ralentir. Alors, la fièvre de la Rift Valley, comme vous le savez,
C'est une maladie virale aiguë transmise par les moustiques Aedes, transmise par les inondations et qui affecte les animaux domestiques et les humains. Il se propage aussi par voie d'aérosol. Il est causé par le virus RVF. Alors, c'est un virus qui a été signalé pour la première fois parmi le bétail du Kenya dans les années 1900. Les épidémies épidosiques représentent une menace naturelle importante pour la santé humaine parce que le virus peut apporter des maladies vraiment graves sur les humains. La plupart des humains ont une petite proportion d'humains peuvent subir recevoir cette maladie. Et bien sûr, la plupart des infections primaires provoqueront une maladie fébrile, auto-limitée avec guérison complète, mais aussi peut apporter des troubles de la vision, ce qui est fréquent. Alors, comme je l'ai mentionné, le cycle de vie est vraiment lié, le cycle de vie de ce virus est vraiment lié à l'environnement et donc au changement climatique. Alors, vous regardez les phénomènes météorologiques extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquents à cause du changement climatique et, comme vous le voyez sur la photo, qui créent un habitat propice pour la propagation du moustique Aedes. Donc, je vous donne des exemples tirés de la vie réelle. Vous voyez comment, après des inondations, certainement ces moustiques se retrouvent dans un environnement qui leur est tout à fait agréable. Alors, la NASA a utilisé des images satellites pour essayer aussi d'établir une sorte de surveillance de cette fièvre de la vallée du Rift pour déterminer où est-ce qu'il peut y avoir des risques de propagation de cette fièvre, où est-ce qu'elle se trouve déjà. Et donc, lorsque vous lisez la légende, vous pouvez voir en rouge les zones à risque et en vert les zones à risque potentiel épisodique. Donc, cela permet au ministère de décider de faire des vaccinations préventives sur leurs animaux. Bien sûr, ce n'est pas parfait parce que ce modèle inclut seulement des données climatiques, mais pas des données épidémiologiques, ce qui fait que certaines épidémies peuvent arriver malgré les petites prédictions venues des données climatiques. Alors, quand on considère la fièvre de la vallée du Rift et le changement climatique devrait augmenter le risque de fièvre de la vallée du Rift de plusieurs façons, entre autres par l'augmentation des zones de reproduction, en augmentant la fréquence et la force du phénomène El Niño. Il y a aussi l'expansion géographique du virus de cette fièvre qui pourrait se produire étant donné sa capacité à se propager par de nombreux vecteurs. Pensez aussi à l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses qui peuvent amplifier la taille et le nombre d'épidémies de virus de la fièvre de la vallée du Rift. Et il y a aussi un autre élément, ce sont les températures plus chaudes qui peuvent prolonger la saison pendant laquelle les moustiques se manifestent. Alors, nous savons aussi que les températures sont en train d'augmenter. Alors là, vous avez juste une image qui vous donne un aperçu des températures depuis 1901 jusqu'à 2021. Vous voyez bien qu'il y a eu une hausse de température. Alors, auparavant, les gens pensaient que s'il y a de plus fortes températures, il y aura de plus en plus de maladies de ce type. Et on avait donc autrefois un modèle d'analyse linéaire plutôt qu'une analyse à projection géométrique. Alors, c'est pas comme ça que la biologie des moustiques fonctionne. Il s'avère que il y a cette courbe unimodale est un modèle assez classique de la façon dont nous attendons à ce que les performances des traits varient avec la température. Ça, c'est basé sur des travaux théoriques et empiriques.
Donc, l'axe qui vous montre, l'axe Y, qui vous montre la température, ça peut s'appliquer à n'importe quel moustique. Mais on a découvert qu'il faut analyser de plus près ces différentes données parce qu'on risque de confondre un type de moustique avec un autre et donc avoir un faux diagnostic sur quel type de maladie est présente. Est-ce que c'est la malaria ou bien c'est la fièvre de la vallée du Rift? Alors, il y a aussi le changement global et l'aptitude à la transmission. Il peut y avoir des augmentations de 2 degrés à cause du réchauffement climatique qui vont amener aussi un impact sur le nombre de maladies à vecteurs. Mais si vous êtes à un endroit où il y a, par exemple, la partie supérieure de cette courbe, vous aurez peut-être une grande augmentation des maladies à vecteurs dans votre zone. Si vous avez déjà un niveau optimum de température, peut-être un changement de 2 degrés, ça ne va pas nécessairement changer le nombre de maladies ou la quantité de maladies, mais s'il fait un peu plus chaud que la température optimum, il pourrait y avoir un changement dans la diminution. Vous pourrez même observer une diminution du nombre de maladies à vecteurs. Alors, si nous pensons à une maladie à vecteur que nous connaissons bien, le paludisme, nous savons qu'il y a beaucoup de traits de la malaria qui sont liés à la température. Vous avez le taux de morsure, le taux d'infection par les moustiques, la compétence en transmission, le taux de développement des parasites, le taux de mortalité des moustiques adultes, le taux de ponte journalier, la survie de l'œuf à l'adulte, le taux de développement des moustiques. Tout ça, ce sont des éléments qui sont liés à la température. Vous pouvez prendre des données de laboratoire. Par exemple, quand vous voulez voir la plage de température optimale pour le paludisme ou la malaria, qui est inférieure aux prévisions. Un de mes collègues a découvert que les estimations de l'optimum pour la transmission pour la malaria est plus faible que ce qui avait été initialement prévu. Donc, elle a découvert que on peut avoir tous les processus identifiés, mais qui sont optimum autour de 25 degrés centigrades. Alors, ici, quand on pense à la malaria et au changement climatique, l'on se rend compte qu'il y a aussi il y a des éléments complexes. Il y a l'augmentation de la concentration en gaz carbonique, supérieure à l'humidité du sol plus humide, il y a moins de transpiration. Il y a aussi une augmentation en résultante de l'abondance du vecteur anophèle. Il y a une augmentation de la température qui s'observe, qui aboutit à un cycle de vie plus rapide du vecteur anophèle et une période d'incubation extrinsèque des parasites Plasmodium. Et aussi, quand il y a l'humidité du sol réduite avec des températures plus élevées, cela peut aboutir à des habitats larvaires réduits. Donc, c'est assez compliqué. Alors, dans notre étude, nous avons vu que l'effet de la température prédit par ce modèle écologique, il faut se poser la question de savoir, est-ce que cela est applicable à l'incidence clinique du paludisme? Alors, dans la partie ouest du Kenya, il y a 4 sites de soins ambulatoires qui s'y trouvent et nous avons pu faire certaines études sur les enfants atteints d'une maladie fébrile indifférenciée. Il y a la positivité des frottis de dépistage du paludisme et les plages de température sur les 4 sites. Lorsque nous avons examiné la positivité des frottis dans 4 sites cliniques, nous avons regardé les critères tels que le statut social des individus, leur âge, leur sexe, et nous avons vu les températures à partir desquelles on voyait une courbe monter et à quelle température elle descendait, ce qui n'était pas tout à fait correspondant à notre modèle traditionnel d'analyse. Et aussi, lorsque nous avons regardé là où il y avait le plus de cas de maladie, c'était presque toujours, durant toute l'année, autour de 25 degrés. Alors, quand on regarde qu'est-ce qui va se passer maintenant, quand on considère le changement climatique, et dans quelle mesure est-ce qu'il va déplacer le fardeau du paludisme. Donc, on a vu un déplacement
du fardeau du paludisme. En 2015, vous le voyez, c'est passé particulièrement de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale. Alors, je passe rapidement à la schistosomiase. Alors, 85% des cas de schistosomiase dans le monde se trouvent en Afrique, là où les taux de prévalence peuvent dépasser 50% dans les populations locales. Le cycle de vie, de Schistosoma mannsoni et hématobiome utilise des escargots d'eau douce comme des hôtes intermédiaires. La transmission, en fait, quand on pense à l'hématobiome, il provoque une schistosomiase urogénitale qui entraîne des symptômes tels qu'une hématurie, une dysurie et une pathologie de la vessie. Une infection chronique entraîne une fibrose de la vessie, des calcifications et même un risque accru de carcinome épidermiaux de la vessie. Il provoque également une schistosomiase génitale féminine qui peut entraîner une stérilité et une sensibilité accrue au VIH. Pour ce qui est du mentionné, cela peut provoquer une schistosomiase intestinale et hépatosplénique. Alors, quand on considère la physiologie et qu'on regarde le cycle de vie, dépend de la température, la production des œufs, par exemple au niveau des escargots, pendant combien de temps vivent les escargots. Tous ces éléments dépendent de la température. Donc, vous pouvez créer une courbe par rapport à votre analyse sur la température qui vous permet de donner des informations beaucoup plus précises. Et vous verrez aussi que c'est autour de 26 degrés centigrades que ces organismes sont les plus efficaces. Alors, comme vous le voyez sur cette carte, en orange et en rouge, c'est le lieu où il y a les températures appropriées et les habitats appropriés pour qu'il se fasse cette transmission. Et dans un monde qui est en train de connaître de plus en plus de réchauffement, vous voyez les zones bleues à travers l'Afrique, ce sont les zones où il y a l'hématomia. Et les zones bleues vous montrent là où il y a une diminution de la transmission parce que les températures optimum ne s'y présentent plus. Et donc, ça vous permet de comparer avec vos prévisions, votre cartographie par rapport aux températures. Mais aussi, il ne s'agit pas seulement d'examiner les températures. Là, je vais juste toucher certains éléments ici. La température, comme on l'a dit, ça amène beaucoup de traits physiques sur le schisto et cela aussi augmente les risques d'infection par rapport à cette maladie. Il y a la survie, par exemple, des escargots qui sont leurs transporteurs. Cela, bien sûr, aussi longtemps qu'on approche la température optimum. Donc, ça peut aussi dépendre de la zone géographique, mais il peut y avoir aussi une diminution. Bien sûr, aussi, il faut se rappeler que les précipitations ont une influence parce que les vecteurs ont besoin d'eau pour leur survie. Et donc, lorsque vous avez de nouvelles zones qui se créent parce qu'il y a de nouveaux habitats qui sont favorables au développement, par exemple, de ces escargots, vous saurez que c'est aussi un endroit favorable où peuvent se développer ces vecteurs ou ce virus. Donc, cela définit certainement un impact. Donc, lorsque les humains aussi se rassemblent autour de ces points d'eau, ils sont de plus en plus en contact avec de l'eau contaminée. Donc, lorsque vous avez connu une sécheresse et que vos étangs se sont asséchés, vous avez tendance à aller là où il se trouve de l'eau. Quel que soit l'endroit où vous allez trouver cela, ne fût-ce que pour nourrir vos bestiaux. Alors, avec l'expansion de l'agriculture, on a besoin de nourrir le monde entier, donc on ne peut pas éviter de chercher des points d'eau, même s'ils ne sont pas nécessairement de la meilleure qualité d'eau. Mais ce sont de bons points pour la transmission du schisto. Alors, le changement climatique est quand même assez nuancé, ce qui demande des mesures d'adaptation et d'atténuation appropriées.
Et là, bien sûr, ici, on peut se concentrer sur les zones où il y a de moins en moins d'eau. Vous voyez ici sur la carte le chevauchement des maladies infectieuses. Vous avez par exemple la fièvre de la vallée du Rift et le schisto. Et cela arrive à cause du changement d'utilisation des terres. Puisque le changement climatique amène des perturbations, des sécheresses, les agriculteurs se déplacent et vont donc utiliser d'autres terres qu'ils n'utilisaient pas auparavant, ce qui fait qu'on a ce chevauchement. Alors, la schistosomiase et le changement climatique. En général, dans les zones centrales de la niche environnementale de la schisto, particulièrement en Afrique tropicale, il y a une augmentation que l'on escompte dans les marges plus froides. Cette maladie aussi pourrait perdre plus de terrain dans une Afrique plus chaude par rapport au schistomansoni, mais pourrait gagner du terrain dans des zones plus froides en dehors de son aire de répartition actuelle. Le changement climatique est plus susceptible de modifier que d'étendre la répartition géographique de la schisto. Les deux espèces existent déjà à proximité des limites de leur niche thermophysiologique. Et donc, il y a toujours la question de savoir, est-ce que les moustiques et les escargots se retrouvent généralement dans le même genre de milieu? Quand ça arrive, bien sûr, on retrouve un chevauchement. Et bien sûr, les conséquences de la transmission de la schisto dépendront dans une large mesure de la capacité des parasites et des escargots à s'adapter ou se déplacer. Alors, quand vous considérez aussi les autres maladies, dengue, chikungunya et Zika, vous prenez par exemple la maladie dengue, 400 millions d'infections dans le monde chaque année. Vous avez quatre sérotypes. 75% des cas sont asymptomatiques, malheureusement, ce qui fait qu'il peut y avoir des gens dont on croit que c'est la première infection, alors que c'est la deuxième infection, parce que dans beaucoup de cas, 75%, les infections sont asymptomatiques. Et cela se manifeste aussi de 4 à 7 jours après une piqûre d'Aedes. 75% des cas, comme je l'ai dit, sont asymptomatiques. Vous avez aussi une fièvre généralement supérieure à 40%, qui se manifeste aussi par des éruptions cutanées. Lorsque vous pensez au virus Zika, c'est un virus à ARN simple de la famille des Flaviridae. Il y a aussi la fièvre jaune, le virus du Nil occidental. Le premier cas a été isolé en 1947 chez un singe rhésus en Ouganda. Alors, vous connaissez, je pense, ces détails. Les symptômes sont légers, ne durent que quelques jours. Mais l'impact est assez grave parce que il peut provoquer des microcéphalies. Si vous pensez au chikungunya, ça prend 2 à 5 jours après une piqûre d'Aedes. La fièvre peut aller jusqu'à 40 degrés centigrades. Il y a l'arthralgie, l'arthrite de plusieurs articulations. D'autres symptômes sont, par exemple, les maux de tête, la conjonctivite, la photophobie. La fièvre qui se manifeste dure 2 jours, mais la prostration dure 7 jours. Ici encore, ces virus sont répandus par le moustique de type Aedes. Et encore une fois, ces moustiques ont leur propre processus qui dépend des températures. Et donc, vous pouvez créer des courbes pour avoir devant vous quelle est la position optimum pour que ces moustiques puissent se manifester et donc répandre davantage ces maladies. Alors, nous sommes rentrés à notre recherche faite au Kenya pour savoir où est-ce que nous voyons des augmentations de certaines de ces maladies et est-ce que c'était lié à l'augmentation de température? La réponse était oui. Au Kenya, où je travaille, nous avons vu qu'il y avait vraiment un lien entre les fièvres et les températures non paludiques. Nous sommes dans un monde où nous devons faire une cartographie correcte. Vous voyez sur la carte, les zones en rouge sont celles qui sont les plus affectées et vous vérifiez aussi que les températures y sont particulièrement élevées. On a même pu déterminer
à quel mois de l'année est-ce qu'il y a un pic. Alors aussi, cela nous permet de savoir quand et où le climat est propice à la transmission. Vous pouvez aussi considérer les courbes du nombre de reproductions pour les virus du paludisme et de la dengue. Et quand nous avons demandé qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'Afrique dans les cas de ces infections, bien sûr, la malaria va se déplacer d'un endroit à un autre en Afrique, tandis que le dengue va s'élargir de plus en plus. Tel que nous faisons notre travail au Kenya, nous ne rencontrons pas autant de cas de dengue que de cas de malaria, mais nous travaillons beaucoup plus dans la protection grâce à la distribution accrue des moustiquaires. Donc, nous gardons aussi à l'esprit qu'il faut des méthodes de contrôle du vecteur le plus pratique possible et le plus abordable. Alors, comment est-ce que le changement climatique va déplacer la charge de morbidité à travers le monde? Donc, on sait que quand il y a des vecteurs, certainement, avec leurs porteurs, il y aura des infections qui vont se multiplier, mais nous regardons comment est-ce que la courbe de la température peut nous permettre d'identifier les époques de l'année et les zones géographiques où on peut les cerner. Alors, l'impact climatique extrême sur la transmission du DNV au Kenya. Grâce à des données climatiques obtenues par satellite, nous avons classifié les mois ayant connu des précipitations et des températures très anormales, telles que des événements climatiques extrêmes, inondations, sécheresses, vagues de chaleur ou vagues de froid. Et la comparaison de l'abondance moyenne des vecteurs et des cas d'infection de dengue après des mois de climat extrême a été faite en utilisant des périodes de latence d'un mois ou de 2 mois respectivement. Il y a aussi les interactions entre le changement climatique et les maladies infectieuses qui sont complexes et mal comprises malheureusement. Le chikungunya se transmet par un moustique qui pique de jour, ça c'est le Aedes, et qui préfère se reproduire dans des récipients en plastique fabriqués par l'homme. L'épidémie de chikungunya au Kenya entre 2004 et 2005 était liée à la sécheresse. Il y avait des conditions inhabituellement sèches et chaudes qui ont précédé les épidémies, y compris les plus sèches depuis 1998 pour certaines régions côtières. Le réapprovisionnement peu fréquent des réserves d'eau domestique et les températures élevées peuvent avoir facilité la transmission. Alors, il y a aussi bien sûr la question du changement climatique et les inégalités en matière de santé. Alors, il y a des personnes négligées qui aussi représentent des maladies négligées. Il y a aussi les maladies tropicales infectieuses dans les pays en développement qui favorisent la pauvreté et durent plus longtemps. Les arbovirus qui affectent plus sévèrement les personnes défavorisées et favorisent la pauvreté en provoquant des séquelles durables. Il y a aussi la réalité que le changement climatique va exacerber de nombreuses inégalités sociales et sanitaires, tandis que les impacts des maladies transmissibles par le sang seront supportés de manière disproportionnée par les communautés vulnérables. Ici aussi, on doit penser au changement climatique et aux moustiques invasifs du genre Aedes. Il y a les espèces tropicales dans un climat plus chaud qui favorisent leur survie, leur reproduction et leur propagation. En temps de sécheresse, il y a des conséquences imprévues. Les résidents stockent de l'eau dans des seaux, des conteneurs et des barils de pluie dans leur jardin, et les Aedes peuvent servir d'indicateurs du changement climatique. Alors, il y a plusieurs défis pour l'Afrique. Il y a des déplacements de population, et donc on a un groupe de la population qui n'est pas vacciné. Donc, on aura des populations non immunes ou non immunisées. On aura de nombreux facteurs de risque qui se chevauchent. Les moustiques vecteurs compétents seront largement répandus. Il n'y a aucun test local rapide actuellement disponible. Et aussi, les connaissances médicales sont limitées. Et même, il y a une forme de suspicion clinique. Il y a aussi de mauvais diagnostics. C'est une réalité qui parfois se présente. Et parfois pas de traitement ni de vaccin. Alors, si on a au moins des diagnostics appropriés, on peut rechercher les
remèdes appropriés. Alors, que faire par rapport à la prévention? Pour éviter les moustiques, on peut utiliser la prévention répulsive, on peut utiliser la picaridine, la permétrine. Euh, on peut aussi utiliser des obstacles, porter des chemises à manches longues et des pantalons longs. Ça empêche les moustiques de vous piquer. On peut aussi penser à l'aménagement du logement, utiliser la climatisation ou bien des moustiquaires dans vos maisons. Il y a aussi le contrôle vectoriel au niveau des ménages, par exemple, la réduction à la source. Donc, éviter d'être en contact direct avec les sources d'eau où se cachent les moustiques. Au niveau communautaire, il faut l'élimination des habitats propices aux moustiques. Il y a aussi des traitements larvicides que l'on peut utiliser et la pulvérisation des moustiques adultes. Mais n'oubliez pas que le comportement humain est très important. Nous devons absolument éviter de mettre des déchets partout parce que les déchets sont un lieu de prédilection où se cachent ces moustiques. Rappelez-vous aussi qu'ils sont particulièrement friands des conteneurs en plastique. Nous utilisons beaucoup de conteneurs en plastique, on ne peut pas s'en passer, mais soyons conscients de la façon dont nous disposons de ces euh, conteneurs en plastique. Donc, pensez au recyclage correct des conteneurs en plastique. Alors, il y a beaucoup plus d'éléments à couvrir, mais nous voulions aussi voir qu'est-ce qui doit être fait au niveau communautaire. On a lancé une activité, une initiative qui se concentre sur le Kenya pour que on puisse prendre ce qui a été trouvé dans les recherches, utiliser cela dans le cadre des activités de plaidoyer de sensibilisation et au niveau du système éducatif, pardon. Donc, cette initiative qui s'appelle ERI, elle est axée sur le Kenya et cherche à inspirer l'éducation communautaire, davantage de recherche, le changement de politique et l'activisme local dans les questions de santé environnementale. Et on cherche à renforcer l'éducation, donner aux communautés les moyens de changer les normes culturelles, déstigmatiser la collecte des ordures et nettoyer en toute sécurité les environnements locaux. Et aussi contribuer à l'arrêt de l'incinération des déchets qui ne respectent pas les normes. Alors, je vous ai parlé aussi des facteurs non mesurés dans les maladies à transmission vectorielle. Je vous ai mentionné par exemple la façon dont on se débarrasse de la mauvaise manière des conteneurs en plastique ou des objets en plastique. Alors, l'environnement bâti est intimement lié à l'espace bâti qui, compte tenu du contexte environnemental de notre travail, il y a les déchets solides, les usines d'élevage de moustiques dans de nombreuses régions du monde. Il y a la question de la gouvernance. Il faut des programmes d'éducation et de contrôle et d'autres formes d'appui. Il y a aussi les facteurs structurels, il y a les violences qui se produisent, les inégalités en matière de santé et de pauvreté qui peuvent aussi déranger le système sanitaire en place. Alors, que peuvent faire les professionnels de la santé? Les professionnels de la santé sont particulièrement bien placés pour promouvoir la résilience aux facteurs de stress liés au climat, en reconnaissant que tous les individus et toutes les communautés ne sont pas touchés de la même manière par le changement climatique. Il faut reconnaître que les vecteurs de maladies et les maladies élargissent leur zone de répartition. Vous, en tant que professionnel de la santé, demeurez curieux et ouvert d'esprit aux nouveaux diagnostics. Menez des enquêtes sur les risques pour les patients et prenez le temps de les guider, de les orienter de manière participative lors de vos visites. Restez en contact avec d'autres professionnels de la santé ainsi que des vétérinaires parce que, comme vous le savez, l'impact est sur les humains, mais aussi sur les animaux. Donc, ça serait bien que vous soyez aussi en communication avec vos collègues vétérinaires. Nous devons donc tous être connectés pour partager des informations, travailler avec les communautés de la santé publique, les professionnels des sciences du climat, pour renforcer la résilience climatique tout en planifiant des activités de prévention et d'intervention en matière de DRV à l'échelle communautaire. Il faut aussi appliquer une optique d'équité en santé à l'encadrement, à la compréhension et à la quantification des avantages connexes de l'action de résilience climatique dans le but de promouvoir l'élaboration de politiques locales et nationales qui vont améliorer la santé et réduire les inégalités en matière de santé.
Alors, en conclusion, le climat est important, ou les aspects du climat sont importants pour déterminer où et quand les conditions sont propices à la transmission des maladies à transmission vectorielle. Le changement climatique aura un effet nuancé sur la transmission des maladies à transmission vectorielle selon l'endroit. Le changement climatique pourrait aussi favoriser le passage de la malaria aux arbovirus dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne et un déplacement de la charge du schisto. La surveillance et l'éducation sont essentielles pour surveiller l'évolution des tendances et atténuer les risques pour la santé publique. L'incidence des maladies chez les vecteurs, les réservoirs et les humains est un indicateur potentiel du changement climatique. Alors aussi, la mesure dans laquelle l'adéquation climatique se traduit par des changements de maladies dépend également d'autres facteurs. Il y a des antécédents d'exposition aux agents pathogènes, le type de logement auquel on a affaire, la lutte antivectorielle et les efforts de santé publique, la mobilité et le comportement humain, euh, qui sont aussi à considérer, le changement d'utilisation des terres, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Lorsque les populations se déplacent, il y a des terres qu'elles utilisaient auparavant qu'elles abandonnent à cause d'une sécheresse prolongée, elles vont utiliser de nouvelles terres. Et donc, on doit aussi tenir compte des inégalités mondiales. Donc, lorsque vous regardez les différentes écologies, lorsque vous faites les analyses des différents moustiques, c'est important. Je reviens encore sur le comportement des êtres humains parce que ce changement climatique amène à des changements de comportement chez les humains. Donc, il faut étudier leurs tendances. Pensez aussi à la pollution, surtout la pollution par le plastique. Les moustiques sont friands, comme je l'ai dit, de tout ce qui est plastique. Voilà, je vous remercie abondamment de m'avoir écouté et merci de m'avoir donné l'opportunité de vous partager ces contenus. Merci encore. Merci beaucoup, docteur. Et bien sûr, je vous rappelle, chers participants, que vous pouvez placer vos questions dans les chats pour qu'on puisse les transmettre, ne fût-ce que certaines d'entre elles, au docteur. Alors, le docteur Aoudouna est un chercheur qui travaille pour la santé publique en Éthiopie et surtout pour l'épidémiologie de la malaria et son lien par rapport au changement climatique. Il a jusque-là contribué à 40 publications diverses sur la santé publique et grâce à son travail de recherche, il y a eu des avancées dans la lutte et la compréhension des questions qui concernent la lutte contre la malaria. Alors, depuis de nombreuses années, il a contribué aux politiques nationales en matière de santé. Il a aussi été un grand avocat des bonnes pratiques au niveau de la santé nationale dans son pays, particulièrement dans la région de la Corne de l'Afrique. Il a aussi travaillé avec l'équipe de l'IPCC jusqu'en 2022. Il fait aussi partie du réseau africain pour la collaboration et l'impact pour faciliter les interactions et créer davantage de cohérence entre la santé et les questions climatiques. Le docteur a étudié la biologie aussi au niveau du postgraduat et il a aussi intervenu beaucoup dans les questions de la santé publique. Je vous remercie, docteur Adougna. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est pratiquement mon CV que vous avez lu. Alors, je voudrais vous partager mon écran. Je vous salue tous. Merci à mon prédécesseur qui a donné une bonne présentation. J'aimerais maintenant prendre juste 20 minutes avec vous pour vous présenter. Un instant, je vérifie si je peux changer l'image. J'essaie de changer mes diapos, mais ça reste coincé sur une image. J'ai un petit problème technique.
Try the left and right cursor. I had a similar challenge. Peut-être si vous utilisez Let me les boutons flèches stop plutôt que sharing la and souris. share it again. Attendez, laissez-moi essayer un coup. Oh, I have similar problem. Should I try sharing for you? Je peux peut-être partager pour vous parce que j'ai votre document. Okay. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Please stop sharing. Veuillez enlever votre écran, s'il vous plaît. Yeah, I have stopped sharing. Voilà, c'est fait. Okay. Thank you, my sister. Thank you very much. I'm You're sorry. Merci welcome. beaucoup. Yeah, I'm sorry for the glitch Euh, we encountered. Désolé pour ce problème So, technique. Alors, today I'm going to share with you aujourd'hui, je vais how partager avec vous malaria epidemiology in comment Ethiopia is related to l'épidémiologie de la immunocentre malaria en vaccination. Éthiopie So, as an introduction, a malaria is des a major liens. problem in Ethiopia. Alors, la So, malaria est un sérieux problème en this Éthiopie. disease is seasonal and Cette maladie unstable, est principalement which is saisonnière et instable occurring in the form of epidemics. et elle se présente sous When forme we see d'épidémie. the epidemiology of Lorsque nous malaria in regardons Ethiopia, l'épidémiologie it is de la malaria en highly Éthiopie, related with the climate. elle est liée au Ethiopia climat. is one of the East L'Éthiopie African countries est l'un with des pays de diverse l'Afrique de l'Est avec topography, une which is topographie located diverse, between two climates. située That is, entre deux zones it is, climatiques. in the eastern side, it is Donc, boundary à with l'Est, on a une Asia frontière and avec with the southern, l'Asie. with the western. So we are experiencing Donc, a diverse climate. nous avons un Ethiopia climat is, assez divers. highland areas L'Éthiopie at central a aussi des areas terres and élevées lowland areas at the ainsi que des western terres de basse eastern part. altitude So dans la as you partie can see est. from the right side of Alors, comme vous le this voyez slide, sur votre the écran, Ethiopian map has la some carte de greenish l'Éthiopie to a yellow certains areas, which espaces are en highland vert, areas, d'autres en and orange ou rivers jaune. that are Il y a aussi originating from beaucoup the de central part rivières of Ethiopia. qui viennent de la So partie the centrale de rainfall l'Éthiopie. and the humidity Alors, les is précipitations et one of the l'humidité essential components of the environment sont that l'une des limit composantes de the l'environnement distribution of qui limitent la mosquito, distribution especially des their survival moustiques, and development as surtout well. leur développement et So leur survie. as we can see, there are a Alors, comme lot vous le of voyez, il y a beaucoup rainfall variability. de If you take variations the dans les upper précipitations. graph, Si vous you can regardez see a la bimodal partie sort supérieure, of vous verrez un modèle rainfall in qui certain vous part montre of les the country, précipitations dans and certaines in zones certain parts du of the pays. country we Ou find dans certaines zones du pays, nous voyons high aussi rainfall que during the avec les May fortes rainy season précipitations during durant July, August, la with more than période 8 juillet à août, centimeters rainfall, and there are et vous avez aussi des zones, surtout à l'est et dans le sud-est, où nous avons des précipitations assez faibles. Alors, comment cette distribution de précipitations affecte la malaria en Éthiopie? Je peux prendre une épidémie qui a eu lieu à la fin des années 50. Plus de 100 000 mètres carrés du pays ont été affectés, et cela concernait une bonne partie des hauts plateaux de l'Éthiopie. Et cette épidémie a eu lieu entre juin et décembre. Les limites de l'altitude de l'épidémie se situaient approximativement entre 1600 et 2150 mètres d'altitude. Alors, ce sont des zones avec des populations qui avaient une faible immunité à cause du caractère saisonnier de la malaria. Donc, l'infection de ces zones est très faible ou absente. Alors, en ce temps-là, 3 millions d'individus ont été affectés
Et il y a une estimation d'environ 150 000 personnes qui sont décédées de la malaria, pardon. Et ceci a été aussi amplifié par la famine des années 70, ce qui est associé aussi à une forte mortalité. Donc, à partir de ceci, les auteurs de ce document ont dit que il y avait eu des consignements d'événements climatiques anormaux. Il y a eu des temps où les précipitations étaient au-dessus de la normale et les températures étaient aussi très élevées. Donc ça fait partie des observations faites durant cette période allant jusque dans les années 60. Suivant, s'il vous plaît. Alors, pour souligner certains éléments concernant El Niño. El Niño qui affecte certaines parties de l'Afrique, surtout quand vous regardez de juillet à septembre la partie ouest et centrale de l'Afrique, et ça c'est la saison qui est particulièrement sèche, mais aussi à partir de octobre à janvier, c'est la période humide, mais dans la partie sud, vous voyez que El Niño et la Niña affectent différentes parties du continent de façon différente. Alors, quand vous regardez la climatologie de l'Éthiopie, nous avons 3 saisons particulières. Quand vous regardez les précipitations, première saison, elle est la saison sèche, c'est entre octobre et janvier. La deuxième saison, c'est la courte saison des pluies qui va de février à mars. Et puis la troisième saison, qui est une saison de pluie du mois de mai. Nous l'appelons la saison de mai, mais elle va de juin à septembre. Alors, comment est-ce que cette oscillation se fait? Comment est-ce que cela affecte, je répète, comment est-ce que les relations avec El Niño ont une incidence sur les phases d'oscillation australe et correspondent aux saisons de pluie? Vous voyez dans les différentes phases qui aboutissent à une augmentation des précipitations dans plusieurs parties ou plusieurs zones de l'Éthiopie, surtout dans la saison de pluie courte. Quand vous regardez la Niña, elle provoque des précipitations moyennes dans le nord-ouest de l'Éthiopie. Suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'un des travaux que nous avons effectués, l'une de mes contributions avec mon équipe de recherche, c'est que la prévalence faible de la malaria qui variait selon la saison et l'altitude. Nous avons fait cette étude dans les hauts plateaux de l'Éthiopie, qui correspond à la partie sud du pays, qui est environ à 135 km de Addis Abeba. Donc, c'est là que les études ont été faites. Ce que nous avons découvert, c'est que pour les zones de faible altitude, qui sont à environ de 1800 mètres, vous avez une prévalence de la malaria. Donc, on a une augmentation de l'altitude pour les seuils de 18 degrés et 15 degrés dans les zones montagneuses entre 1981 et 2014. La population estimée dans les endroits où la tendance à la hausse du seuil de 15 degrés est de 6,5 millions de personnes environ et de 2,2 millions d'individus pour 18 degrés. Et donc aussi,
il y a eu une augmentation des cas de malaria dans certaines zones qui étaient autrefois sans malaria ou qui n'avaient que très peu de cas. Nous avons donc identifié que c'était dans les hautes terres de l'Éthiopie qu'il y avait une hausse considérable, ce qui nous a aussi ouvert les yeux par rapport aux différents programmes anti-malaria pour pouvoir les ajuster et inclure les zones qui auparavant n'avaient pas été ciblées. Et donc, ces zones font maintenant partie des zones de surveillance pour pouvoir aboutir à de meilleurs traitements. Une autre preuve de l'invasion de la malaria dans les hautes terres est venue grâce à une étude faite par Columbia University. Ils ont augmenté que l'augmentation de l'altitude constatée dans la période de 1981 et 2014 présente ces cas. Il y a donc un seuil pour le plasmodium et la transmission. 6.5 million more people were at risk of malaria. Qui étaient donc exposés à un risque réel d'infection à la malaria. Et par Et donc, cela nous a appris que la malaria était en train de se déplacer vers des régions de plus en plus élevées en altitude par rapport aux zones sur lesquelles se concentrent traditionnellement les programmes de lutte anti-malaria et donc devait faire l'objet d'une meilleure gestion. Suivant, s'il vous plaît. Alors, l'une des choses que je voudrais vous faire savoir, c'est un cas d'étude. Le contexte de ma présentation se repose sur l'un des éléments. Il y a eu une réunion en 2014 à Addis Abeba, une équipe de Columbia University et de la communauté de lutte anti-malaria qui s'est réunie avec eux. Ils se sont demandé comment est-ce que nous pouvons informer les décideurs sur la façon dont le phénomène El Niño va affecter la transmission de la malaria en Éthiopie. Parce qu'il y avait déjà des prévisions disant que El Niño allait se déclencher en 2014 et on ne savait pas comment est-ce que cela allait affecter la malaria dans le pays. Sur l'image, vous pouvez voir cette équipe qui était dirigée par le Dr Thompson et son équipe de Columbia University et d'autres membres de Mailman School of Public Health. Nous nous sommes donc réunis. Nous avons eu des ateliers dans lesquels nous avons identifié comment la surveillance des maladies infectieuses pouvait être utilisée par rapport aux informations climatologiques disponibles. Nous avons donc une petite équipe qui s'est réunie durant l'année 2018 et nous avons créé des groupes de travail sur la santé et le changement climatique. Et nous avons pu faire une publication sur la santé publique et les services météorologiques. Cela a été conduit par le directeur général actuel de l'OMS et une équipe de l'USAID, une équipe de l'Éthiopie avec d'autres partenaires. Donc, nous avons eu une requête du ministère de la Santé qui avait des informations sur le contrôle de la qualité pour appuyer les décisions dans le programme anti-malaria. Suivant, s'il vous plaît. Alors, avec cela, le but ou les objectifs de ces analyses qui pouvaient informer l'utilisation des informations sur la malaria en Éthiopie pour pouvoir adapter les programmes. Les plans d'adaptation nationaux couvrent plusieurs programmes, y compris le programme anti-malaria. Donc, notre objectif, c'était d'informer le secteur de la santé en général et surtout les programmes anti-malaria sur la situation climatique et son influence
sur la distribution de la malaria. Le premier objectif, donc, c'était d'explorer l'impact des phases ENSO sur les schémas saisonniers et spatiaux des précipitations et de la température, minimum et maximum, à travers l'Éthiopie, en utilisant des données climatiques quadrillées ENACT. Comme je l'ai déjà mentionné, les groupes de travail sur la santé et le climat, donc c'était des équipes de chercheurs et de responsables de programmes qui se sont mis ensemble et qui ont travaillé ensemble pour avoir des données climatiques de qualité. Des experts du climat de Columbia University ont initié un acte qui a débuté en Éthiopie. Ils ont produit des données climatiques qui étaient nécessaires en combinant des informations, des données de satellite, et je vous donnerai quelques détails là-dessus. Donc, le deuxième objectif, c'était d'examiner l'occurrence des épidémies de malaria locales et généralisées à travers l'Éthiopie, telles qu'enregistrées dans l'évaluation par les pairs et la littérature, et aussi explorer leur association avec les phases ENSO et les variables climatiques, entre autres la sécheresse. Alors, suivant, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est des objectifs d'apprentissage, je pense que mon collègue a mentionné l'objectif d'apprentissage pour le groupe que vous êtes. Moi, je vais me concentrer sur explorer les mesures que les professionnels de la santé peuvent prendre pour identifier et protéger les patients vulnérables à diverses maladies sensibles au climat dans leur zone géographique. Moi, je vais me concentrer bien sûr sur la malaria en prenant les cas d'étude de l'Éthiopie. Alors, comme on peut le voir sur ce graphique, il y a plusieurs... Il y a plusieurs éléments liés au changement climatique. On a des données qui remontent aux années 90. Suivant, s'il vous plaît. Alors, notre approche, c'était que les nouvelles données climatiques, comme je l'ai déjà mentionné, au niveau de ENACT, l'un des domaines que l'on a fait pour élargir les données sur les climats. Cela a été initié en Éthiopie et pour l'instant, vous pouvez voir à partir de la carte, il y a des zones qui ont déjà bénéficié de l'initiative ENACT, c'est-à-dire donner des informations ou des données climatiques sous forme visuelle. Cela est basé bien sûr sur les données collectées par les satellites. Vous pouvez y accéder quand vous allez sur Internet pour avoir accès au site de ENACT. Ici, j'ai juste inclus certains éléments venus de ce site. Alors là, quelle est la relation entre les épidémies historiques de malaria, locales ou généralisées, et les phases ENSO simultanées? Comment est-ce que cela peut être lié au phénomène El Niño, neutre, la Niña, et quelles sont les conditions climatiques, entre autres la sécheresse? Cela a été exploré de plusieurs manières. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail par rapport à comment El Niño opère et comment la Niña aussi se présente. Mais ça fait partie des systèmes qui affectent l'Afrique de l'Est, en particulier la Corne de l'Afrique. Et on observe des inondations et des cas de sécheresse dans différentes zones du pays selon la saison. Suivant, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Alors, si Si on regarde maintenant les sources de données que nous avons utilisées, nos sources pour avoir les informations historiques sur l'épidémie de paludisme, nous avons des documents ou des articles qui ont été publiés depuis les années 1950 jusqu'à 2016. Peut-être que l'une des choses que nous avons relevées, c'est que nous avons pris longtemps avant de relever des données. Nous avons commencé cela il y a déjà quelques années. Et nous avons inclus aussi l'année 2015. J'ai mentionné comment cela, au niveau de la cartographie, ou la cartographie dont je parle, c'est l'endroit où vous pouvez obtenir des informations sur l'impact du climat sous plusieurs formes. Cela peut être utilisé par le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture, etc. Alors, à droite, vous pouvez voir, lorsque vous regardez cette salle des cartes, vous avez les données sur la santé. Vous pouvez voir les données d'information de surveillance, pardon, sur la malaria que nous avons produites. Et aussi, ce que nous avons établi comme cartographie en groupe. Suivant, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est ce que nous avons pu produire. Comme vous le voyez, le partenariat entre la recherche, entre l'Institut international de recherche sur le climat et la société, ainsi que l'Agence météorologique nationale éthiopienne. Ce n'est pas son premier nom, mais c'est le nom qu'elle a actuellement. Donc, vous avez des données de haute résolution obtenues de satellites. Vous pouvez voir ces différentes figures. C'est ce que nous avons pu rassembler comme information. Vous pouvez voir l'impact d'El Niño sur la précipitation. Vous pouvez voir aussi les températures extrêmes et aussi les probabilités, les fortes probabilités de fortes températures. Vous pouvez voir aussi octobre, novembre, décembre, les fortes probabilités d'avoir des pluies dans la partie est de l'Éthiopie, dans la figure 5. Vous pouvez voir que la Niña est associée à des effets sur les rivières. Suivant. Merci, madame. Alors, on passe directement à nos résultats, pour ce que nous avons découvert. L'altitude est l'un des facteurs les plus importants par rapport aux épidémies. Les événements épidémiques ont été enregistrés dans les régions des hautes terres ou dans les régions des hautes terres et de basses terres. Et donc, il y en a 17 qu'on a relevés dans les terres hautes et 15 dans les terres élevées et les régions des terres basses. Donc, nous voyons à droite le résumé qui vous montre que il y a eu 14 événements épidémiques. Pardon, parmi les 19 événements épidémiques ou de flambée classés comme généralisés, 10 étaient associés à des années classées comme El Niño, 2 à La Niña, 1 à des années neutres et 2 à des périodes ENSO. Donc, nous comprenons que on a constaté que ce ne sont pas toutes les épidémies qui étaient ou qui concernaient l'objet de notre étude, mais dans nos explications, dans notre évaluation, ce que nous avons vu, c'est que la plupart des épidémies ont eu lieu dans des zones
Et 29 des 65 années couvertes de 1950 à 2014 ont enregistré des épidémies ou des épidémies de plusieurs maladies ou des épidémies de paludisme généralisé ou local. 12 événements épidémiques généralisés ont été associés à des années de sécheresse. Et tous les événements El Niño forts ou très forts, 8 au total, ont été associés à une sécheresse en Éthiopie. Et une sécheresse s'est produite en association avec 5 des 8 événements El Niño modérés. Alors, en conclusion, l'Institut météorologique éthiopien ainsi que MAPROMS constituent une ressource importante pour l'analyse du climat par la communauté de la santé, par les professionnels de la santé. Il faut donc comprendre la nature du climat local parce que c'est une étape essentielle pour planifier et mettre en œuvre la lutte contre les vecteurs du paludisme et surveiller l'influence des conditions météorologiques et du climat sur l'épidémiologie du paludisme, principalement dans les zones sujettes aux épidémies. Donc, on veut aussi mieux comprendre dans quelle saison, dans quelle zone géographique cela se produit-il, quels sont les paramètres climatiques qui se présentent lorsqu'ils arrivent, afin que les planificateurs puissent mieux planifier leurs interventions. Une autre chose, c'est que il y a des sites web sur lesquels on peut accéder à ces informations. Et cette fois-ci, nous planifions d'avoir des formations pour les districts dans lesquels il y a un plus fort risque d'épidémie et nous voulons harmoniser les activités ou harmoniser plutôt le système pour que même les professionnels de la santé puissent utiliser les informations climatiques à but sanitaire. Alors, les épidémies locales et généralisées peuvent survenir à n'importe quelle phase ENSO, mais il y a de fortes indications que les années El Niño présentent un risque accru. Et la hausse des températures et des précipitations est un facteur important dans la propagation des épidémies à l'échelle locale et régionale. Alors, un dernier élément peut-être, ce sont les recommandations. Les analyses prospectives sont entreprises au niveau régional et sous-régional et au niveau local. Donc, il faut le faire pas seulement au niveau national, mais vraiment descendre dans les différentes sous-divisions administratives, les districts, les sous-districts. Il faut aussi renforcer le partenariat entre la communauté de la santé et du climat en Éthiopie. Il faut avoir une communauté des pratiques. Comment est-ce qu'ils font leurs activités ensemble? Comment est-ce qu'on déploie les agents des communautés de santé communautaire pour que ce soit plus efficace? Alors, un dernier élément, peut-être c'est juste pour dire merci. Notre publication récente vous parle de ce que je viens de vous présenter en résumé. Le docteur Toufa est le cerveau derrière ce travail. On a aussi mon collègue de la Colombie et les autres que vous voyez, l'Institut météorologique de l'Éthiopie. Vous avez le groupe WISER qui appuie notre travail que nous avons commencé en 2008 et dans lequel nous progressons actuellement grâce à l'application de ces mesures. Merci beaucoup, chers participants. Je vous prie de m'excuser d'avoir pris trop de temps. J'espère que la modératrice ne va pas me punir, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. Merci beaucoup, docteur. Et merci à vous tous d'avoir écouté. Merci pour votre patience. Nous allons maintenant passer aux questions et réponses. Alors, travaillons en équipe. Nous tous, aussi bien les professionnels de la santé, les vétérinaires et tous les autres professionnels. Alors, nous avons un temps limité, mais nous pouvons puiser dans les questions que vous avez posées. Il y en a déjà un bon nombre dans les chats. So the first question
will be to Première Dr. question Labo. est adressée à Dr. Labo. Okay, so the question is, extreme weather events such as tropical cyclones, Les événements floods, catastrophiques hails, and extrêmes tels que droughts, les cyclones, extreme weather conditions such as les tropical conditions cyclones, extrêmes telles floods, que les heat waves, and cyclones, droughts, etc. les Evidence has shown vagues that of de these chaleur et autres as the mosquito and montrent owls que vectors, however, the country is limited in diagnosing arboviruses such as il y dengue. a une recrudescence With limited knowledge des of the real vecteurs à epidemiology maladies of the à disease, vecteurs, the impact and the mais les extreme weather capacités events des have pays sont restricted limitées. transmission and monitoring of the abundance of transmission mosquitoes. Et donc, So the on question voit is, une abondance de what transmission do par we les do moustiques. Alors, la to question, this c'est complicated qu'est-ce que context as nous a country? pouvons faire par rapport à ce contexte en tant que pays? Dr. Wanyesa, Docteur Woyessa, can you please take this for us? vous pouvez peut-être prendre cette question pour nous? Oui, oui, bien sûr. Hello? I can hear you, Allô, vous Mariam. nous entendez? Oui, je vous entends, So Mariana. the question is, the country Alors, la that question, is c'est Mozambique les is pays, limited in par exemple, le diagnosing Mozambique, arboviruses a such as des the dengue, capacités which limits limitées knowledge of pour the le real diagnostic, epidemiology of the pour disease. le The diagnostic, impact pardon. that extreme weather events On have in voit relation to l'impact transmission des and monitoring. événements So the climatiques question, extrêmes. what do Alors, la they do question, in c'est this complicated qu'est-ce qu'ils context peuvent as a faire country? avec ce contexte contraignant dans leur pays? Well taken. Bien noté. Hello? Should I give you the second question while you wait? You get the Est-ce que first vous one. voulez la deuxième question déjà maintenant ou bien... So the second, okay. Alors, la deuxième question. Un instant, s'il vous plaît, Marianne. Alors, la question liée à chikungunya, je peux donner une opinion, mais le docteur Labo a bien parlé de ça, elle maîtrise ce sujet. Moi, je peux juste vous donner une opinion par rapport au cas de l'Éthiopie. Ça va? Ça ne vous dérange pas? Oui, ça va. Dr. Labo, will you give us Docteur Labo, your vous version? pouvez Give us an input on this répondre? Vous pouvez nous donner une réponse à cette question? Alors, concernant le contrôle intégré, il y a différents facteurs qui sont impliqués et plusieurs groupes de personnes qu'il faut coordonner. Comme je l'ai mentionné, si j'ai bien compris votre question, répétez pour moi la question, s'il vous plaît. Dans le pays a des limites par rapport aux capacités de diagnostic. Alors, je voudrais que vous puissiez leur dire comment est-ce qu'ils peuvent gérer ce cas malgré leurs capacités limitées. Voilà pourquoi j'avais dit dans ma présentation, c'est important de faire le plaidoyer en tant que professionnel de la santé. Où est-ce qu'il faut qu'il y ait des changements? Je crois que l'une des choses qui doivent être faites, nous travaillons avec le ministère de la Santé. C'est pour voir si on peut amener des diagnostics pour contrer les maladies autres que la malaria. C'est pour que nous puissions avoir une compréhension plus poussée. Au Kenya, qu'est-ce qu'on a fait? Tout le monde est soumis à un test malaria. Test de malaria. Et quand nous regardons les enfants qui ont le dengue, donc on a constaté que, tiens, quand on examine les enfants, ils ont par exemple une infection où il y a des traces dans leur sang du dengue. Ça nous montre qu'il y a beaucoup plus de patients
qui avaient des symptômes que l'on a interprétés comme étant des symptômes de la malaria. Donc, il faut vraiment un travail de sensibilisation. Vous ne pouvez pas tout faire par vous-même, bien sûr, mais il faut trouver des partenaires, amener des données. Et le problème, bien sûr, c'est les ressources limitées. Nous n'avons pas beaucoup de ressources, c'est vrai, mais avec le réchauffement climatique, il faut vraiment bien utiliser les ressources existantes pour mieux comprendre ces infections, leur prévalence, les différents endroits où ils apparaissent, afin que nous puissions apporter de meilleurs soins à nos patients, que nous puissions aussi mieux contrôler au niveau des communautés afin de prévenir les infections un temps soit peu. Thank you so much, Dr. Labo. Merci beaucoup, Dr. Labo. La question suivante, même si nous faisons plusieurs interventions contre la malaria, il y a encore des épidémies. Selon vous, quelles différentes approches peuvent être utilisées pour pouvoir mieux lutter contre la malaria en Afrique? Dr. Labo? Dr. Labo? Yeah, well, so one of the things is what I'm really worried about is the new Alors, moi, vector ce qui for malaria m'inquiète, that's spreading across c'est Africa. la nouvelle You know, as Stephen vague de said, malaria qui se because we répand en already have Afrique. problems with Parce que nous avons déjà des Anopheles, problèmes with Anopheles gambiae. avec You know, les anophèles complicated. conventionnels, si on peut les appeler comme ça. As C'est un we've peu compliqué. been talking about, right, all of the different factors that lead to Nous transmission parlons of des these différents infections. It facteurs can qui be amènent à because des of the system, it transmissions can be because of the à environment, it cause can be because du of human système, à behavior, cause de right? So there's so l'environnement, à many cause different aussi things to parfois think des about. comportements humains. Il y a plusieurs One thing I facteurs. just do want to bring up, and I Mais didn't une bring it chose up que in my j'aimerais talk, mentionner, but que je n'ai pas mentionné dans ma Stevensii, which is the présentation, new sort of urban vector of malaria, I'm il y very a concerned un nouveau because that type mosquito acts d'anophèle a lot qui like est Aedes aegypti. vraiment une source It likes to breed d'inquiétude in man-made parce containers instead que of natural water il bodies and such. préfère And se so I reproduire think that there is a non pas lot dans of les risk lieux in the urban setting for that euh, vector to take hold naturels, and mais cause a lot of the plutôt urban là où malaria. nous And so vivons, là où nous again, mettons nos I conteneurs think en when looking to plastique, the même dans nos future, maisons. I think we can think Et donc, je about pense à integrated l'avenir, je vector me control dis, il and faudrait thinking qu'on about puisse how all these different intégrer vectors like to behave des and what are the facteurs tels que different control comprendre measures we comment need ces to nouveaux use and vecteurs se integrate in order comportent to control the old et vector, comment avoir une Gambi, and also the new approche vector, which is intégrée acting a lot like qui Aedes va aegypti. mieux contrer leur Dr. expansion. Woyasa, what do you think? Docteur Oyesa, qu'est-ce que vous pensez? Merci beaucoup. Je pense que ça, c'est l'une des problématiques que nous avons. La résurgence de malaria que l'on voit en Éthiopie, surtout depuis 2022, nous avons une résurgence de recrudescence de malaria. Nous sommes conscients que l'Afrique contient plus de 90% des cas de malaria du monde entier. L'OMS a publié un rapport annuel qui parle des défis dans le programme de lutte anti-malaria. Et on voit aussi des espèces de moustiques qui étaient limitées à l'Asie qui traversent maintenant pour venir en Afrique. Donc, nous appelons cela, des migrations exotiques, entre guillemets. Donc, cette nouvelle espèce se reproduit davantage dans les milieux urbains et pas seulement dans les milieux où leurs cousins se reproduisaient auparavant. Et vous avez aussi le fait que ce nouveau type de moustique se présente aussi là où d'autres moustiques qui présentaient les autres maladies se trouvent. Donc maintenant, on a particulièrement le centre de l'Éthiopie qui connaît cette recrudescence. Donc il y a des enquêtes qui sont en cours pour voir si ce nouveau type d'anophèle occupe la partie ouest du pays où il y a la plupart des épidémies de malaria qu'on a enregistrées. Mais ce que nous devons comprendre aussi, c'est que l'Éthiopie est l'un des pays qui expérience la malaria dans des domaines
où il n'y avait pas auparavant des, des épidémies de malaria. Mais nous devons tenir compte du rôle des migrations. Donc, il y a, avec les mouvements migratoires, de nouvelles espèces qui sont importées. Alors, au niveau de l'université, ils ont publié, il y a une année, je crois, la voix est entrecoupée, on n'entend pas bien. Ils ont déterminé que l'écologie des moustiques a passé de niveau. J'ai oublié le nombre exact qu'ils ont donné, mais il y a eu une augmentation. Ça veut dire qu'ils ont considéré la moyenne, là où les moustiques se trouvent généralement, et donc leur présence aussi détermine la transmission de la malaria. Si nous comprenons comment le climat interagit avec les maladies à vecteurs, nous pouvons mieux comprendre comment la malaria profite aussi, disons, ou bénéficie de ces températures qui augmentent. Merci The next beaucoup. question to Dr. La question Labo, suivante and au docteur Labo. how can One Health approach be applied for connecting human Comment est-ce que malaria l'approche control One and Health zoonotic diseases in peut controlling être mosquito utilisée population? pour contrôler la Ms. Adina population de can also give moustiques input. et mieux lutter contre la malaria? Yeah, so taking a One Health approach is quite Alors, quand on prend important l'approche One Health, on many of c'est the très diseases I've important talked about. par rapport When I à think toutes les about maladies qu'on a diseases, I mentionnées. think about the Quand je arbovirus pense aux maladies à in particular vecteurs, because many of je these pense à infections have life l'arbovirus. cycles Il that y a, include animal ces virus species. ont des cycles de I vie mentioned qui the touchent Rickettsia fever aussi life des cycle espèces animales. that includes Si on regarde les cycles de livestock vie and domestic animals as qui important affectent antiviral hosts. le bétail, les animaux In domestiques, lift outbreaks, the animals dans disease and animal outbreaks are les cas hugely de la important for fièvre prevention of human disease de la vallée because du Rift, often we on a before souvent, human disease gets noticed, you notice avant que that les your maladies herds are aborting humaines or that soient your animals are getting sick or manifestes, young on animals peut are déjà dying, repérer dans ce or type de they're showing maladie signs que of les animaux ou le where bétail est you malade. worry that there may be a Rickettsia fever Et infection. là, And they bien can sûr, be quand vous really important identifiez ces maladies au sentinels niveau for des animaux, vous transmission in the pouvez déjà community. commencer à prendre I mentioned certaines the West mesures ou Nile donner des example here in the informations. United States when the birds were dying. Aux États-Unis, par That's the exemple, West Nile quand on a was really constaté detected here. qu'il y avait un certain type And there are d'oiseaux qui mouraient de plus en plus, c'est là qu'on a many pu examples. I mean, détecter my le mind cas de also la is going to fièvre recently when there have aviaire. been the large outbreaks of yellow fever in Brazil in the Même late quand il y a eu 2016, une 17, épidémie 17, de 18, and what was happening is the monkeys were dying fièvre and falling out of jaune the trees, right? And so au we Brésil, don't comment want est-ce to just qu'on use a our détecté animals cela? as, C'est parce qu'on voyait animal qu'il y avait de deaths plus as en plus de sentinels singes of qui mouraient. infection. Donc, on peut dire que But les animaux sont they aussi, are dans that une is an certaine mesure, important des thing to be sentinelles aware of and des to really épidémies, take des note of. maladies qui éventuellement And peuvent so affecter I les think humains. Mais bien coordinating sûr, nous devons avoir des conversations actions coordonnées, and One Health avoir des strategies échanges for réguliers preventing these sur les infections that stratégies have pour prévenir ces important infections, animal de reservoirs manière à ce que l'on puisse avoir really aussi incredibly des important. And réservoirs taking that d'animaux. approach and then Cela est doing important surveillance in d'avoir cette animals, so approche, being faire aussi proactive, la surveillance looking de for la santé des transmission animaux among animals et voir before comment se fait the la herd starts transmission au dying and niveau before des the abortion animaux storm starts, avant so même that we que can cela ne dégénère, know when afin que nous effective puissions savoir vaccination quand is il faut useful, at least effectuer in les the case of Rickettsia fever vaccinations. where we have a vaccine. So I think it's about Donc, je bringing people pense qu'il together, s'agit developing de rassembler les coordinated gens, sort of avoir sentinel, des actions proactive coordonnées surveillance de approaches, surveillance, and then when des outbreaks approches de happen, sentinelles, really vous voyez, de making sorte que sure quand il y that a une épidémie, resources are distributed to on protect the s'assure health qu'il y a and déjà benefits des of human ressources qui populations as seront well. distribuées pour pouvoir protéger les populations. Voilà, docteur Oyassa, Thank you very much. This is one of the challenging merci topics beaucoup. Ça, because c'est l'un des this problèmes qu'on One a, Health approach is one of the areas parce that que is cette approche One Health area and est that's un why domaine prometteur, mais qui exige coming together and collaborating as my la sister already collaboration mentioned, avec les maybe one différents of chercheurs et les big différents very experts. L'une des choses advantage is que that j'aimerais there aussi is African épingler, c'est que Research and Impact Network il y a le réseau de that recherche is et d'impact africain trying to be a champion in qui Africa essaie d'être un and champion en Afrique would like to demonstrate et how qui aimerait scientific démontrer research
comment la recherche transdisciplinaire vont combler nos lacunes. Ça, c'est l'un des domaines dans lesquels on a besoin d'experts, que les experts se réunissent, qu'ils prennent la malaria comme un exemple. Quand vous considérez l'aspect zoonotique de la malaria, lorsque donc vous êtes en train d'établir une stratégie d'élimination de la malaria, vous devez aussi développer quelles sont les espèces qui affectent les humains et il faut les surveiller. Donc, nous devons cesser de travailler de façon isolée parce que nos solutions concernent la société en général, les communautés. C'est la société qui est affectée même par ce qui affecte les animaux ou l'environnement. Donc, quand vous êtes dans un village, le village s'attend à ce que vous puissiez résoudre leurs problèmes au niveau de la santé humaine, de la santé animale et les problèmes liés à leur environnement, leur écologie, là où ils cultivent leur nourriture, leurs plantes. Donc, tout est connecté, tout est interconnecté. Malheureusement, les scientifiques se sont spécialisés en travail isolé, et ce qui fait qu'ils sont déconnectés les uns des autres. Ça, c'est vraiment l'opportunité de rassembler nos experts, de travailler ensemble. Nous avons aussi des programmes postgraduats, des programmes de master, pardon, où nous allons toucher sur la problématique des questions que l'on trouve en zone urbaine et en zone rurale. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Labo, docteur Woyessa. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Veuillez vous rappeler que il vous est demandé de répondre aux questions du sondage. Vous avez le lien dans les chats. Merci beaucoup pour votre temps. La session prochaine aura lieu le mardi prochain et nous parlerons du changement climatique par rapport à la sécurité alimentaire. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Merci, Mariam, pour avoir fait la modération de cette session et de nous avoir accordé la parole. Je vous remercie. Merci. Bye bye.